Bonjour à toutes et à tous. Cette vidéo aborde l'Émile ou de l'éducation, qui est publiée en 1762. Ce texte se veut être un traité relatif à l'éducation des hommes. Selon lui, celle-ci doit se réaliser par le biais d'un apprentissage empirique plutôt qu'uniquement théorique et analytique. Ce document didactique commence par une courte introduction de Jean-Jacques Rousseau, écrivain, philosophe et musicien genevois. Il présente aussi brièvement l'essai Émile ou de l'éducation, un modèle d'éducation selon la philosophie des Lumières. Il offre ensuite un résumé complet et linéaire, en retraçant l'évolution des préceptes éducatifs mis en avant dans chacune des 5 parties du livre. Dans cette œuvre, l'auteur imagine le personnage d'Émile, un enfant qu'il aurait à élever. Il expose ainsi les principes qui le guideraient pour lui faire découvrir la vie et le monde. Dans son Émile, Rousseau prétend qu'il faut laisser libre jeu à la nature. L'art de l'éducateur consiste à écarter les obstacles et à créer les meilleures conditions possibles qui permettent aux facultés et aux instincts de se développer conformément à leur propre nature. On ne doit imposer aucune culture du dehors, ni par le moyen de l'autorité, ni par celui des Lumières. L'enfance a sa fin en elle-même, comme toute autre période de la vie, et elle ne doit pas être traitée comme une simple préparation. On ne connaît pas l'enfant, car jusqu'ici on ne le considérait qu'au point de vue des adultes. Il a le droit naturel de se développer librement. Ne l'enveloppez donc pas dans un maillot, allaitez-le avec le lait de sa mère, ne le dorlotez pas, laissez-le suivre son instinct de conservation et faire lui-même ses expériences. Ne l'instruisez pas de ce qu'il peut apprendre lui-même, ne lui faites pas de sermons, n'excitez pas en lui des désirs et des besoins avant qu'il ne puisse être satisfait. Plus on peut reculer le développement intellectuel, mieux cela vaut. Il importe que l'esprit soit formé, afin que l'usage prématuré de ses facultés ne le fasse pas dépérir. Autant que possible, conduisez l'enfant jusqu'à sa 12e année, sans qu'il puisse distinguer sa main droite de sa main gauche. Ses yeux s'ouvriront d'autant plus vite à la raison, lorsque le temps sera venu. Laissez-le grandir sans préjugés, sans habitude et sans connaissance. Autrement, on n'apprend pas à connaître la nature particulière de l'enfant. L'embryon du caractère demande du temps pour se développer, ce n'est que lorsqu'il s'est développé qu'on peut le traiter convenablement. Les tendances et les instincts demandent également du temps pour se former, et c'est produire la satiété que d'imposer à l'enfant quelque chose qu'il ne peut apprécier. En d'autres termes, l'éducation doit être négative et non positive. J'appelle éducation positive, dit Rousseau dans la lettre à M. de Beaumont, la sublime défense de l'Émile, celle qui tend à former l'esprit avant l'âge et à donner à l'enfant la connaissance des devoirs de l'homme. J'appelle éducation négative celle qui tend à perfectionner les organes, instruments de nos connaissances, avant de nous donner ces connaissances et qui prépare à la raison par l'exercice des sens. L'éducation négative n'est pas voisive, tant s'en faut, elle ne donne pas les vertus, mais elle prévient les vices. Elle n'apprend pas la vérité, mais elle préserve de l'erreur. Elle dispose l'enfant à tout ce qui peut le mener au vrai quand il est en état de l'entendre et au bien quand il est en état de l'aimer. Cette notion d'éducation négative exprime certes d'une façon frappante l'idée fondamentale proprement dite de Rousseau. La civilisation doit être l'épanouissement de la nature, et non une enveloppe, non une lourde forme imposée du dehors. La civilisation est seule bonne qui est la nature même à un degré de développement supérieur. Aussi recommande-t-il d'être prudent en introduisant la civilisation. Rousseau a une vue plus profonde du caractère particulier de la vie de l'esprit que les partisans de l'autorité et même que les partisans des Lumières. Est bon pour lui cela seul qui a été développé d'une façon naturelle et produit par l'activité personnelle. Le développement d'une civilisation naturelle permet seul de quitter la période calme et insouciante de l'instinct et de conserver néanmoins l'harmonie entre le besoin et la faculté, entre la pensée et le sentiment, entre l'extérieur et l'intérieur. Comme tant de mystiques, il a un sens délicat des conditions de la croissance intellectuelle.
Le fait même de poser une notion comme celle de l'éducation négative trahit déjà ce sens, c'est là un caractère socratique. Cependant, Rousseau se montre bien l'enfant de son siècle. Il n'a pas véritablement confiance dans l'usage involontaire des facultés, car il a recours à un sage éducateur et à tout un système d'intrigues et de conventions pour empêcher Émile de subir d'autres influences que celles qui sont prétendues convenir à son âge. La construction systématique est caractéristique de Rousseau dans tous les domaines. Son vif sentiment et son enthousiasme lui firent voir ce qu'aucun autre ne put voir, mais il eut cette inspiration grandiose et ce fut tout. Quand on veut pousser la pensée dans le détail, on voit combien il est loin du monde réel. Au lieu de prendre pour guide les points de détail des expériences réelles, il laisse libre jeu à sa faculté de construction. Le gouverneur assiste même dans la coulisse aux fiançailles et au mariage d'Émile et arrange tout, et il ne le fait pas toujours d'une façon négative et indirecte. Il convient de situer Rousseau dans son époque. L'expression « siècle des Lumières » signifie le triomphe de la raison, de la rationalité. Elle renvoie à un courant de pensée aux multiples facettes regroupant les principaux penseurs de l'époque. Ces penseurs se veulent critiques. 3 champs de l'activité humaine seront remis en question par la philosophie des Lumières, la science, les arts et la technique. C'est aussi à cette même époque qu'apparaît en quelque sorte l'idée du progrès. Plusieurs noms célèbres sont associés au siècle des Lumières. En France, on pense à Diderot, à Montesquieu, à Voltaire. En Angleterre, on songe à Newton et à Locke. En Allemagne, les noms de Wolff et de Lessing nous viennent à l'esprit. Même le grand Kant sera influencé par ce mouvement. Émile ou de l'éducation figure parmi les œuvres majeures de Jean-Jacques Rousseau. Cet ouvrage fait d'ailleurs grand bruit lors de sa publication. Contemporain de ce mouvement littéraire, il en fréquente les plus illustres représentants, à l'instar de Voltaire, Diderot et d'Alembert. Bien qu'il présente de nombreuses affinités avec la philosophie des Lumières, il se démarque cependant de ce cadre idéologique sur plusieurs points. Ce document didactique s'attarde également sur la critique qu'a reçue l'Émile. L'essai compte évidemment des admirateurs, mais aussi de puissants adversaires. Certains philosophes de son époque ont du mal à accepter cette œuvre. Elle fait d'ailleurs l'objet d'une condamnation par le Parlement de Paris et par l'archevêque Christophe de Beaumont l'année de sa publication. D'après Rousseau, l'homme est initialement et fondamentalement bon, ce qui conduit l'éducation à n'être perçue que comme une contrainte et une aliénation de sa liberté initiale. Rousseau se pose comme l'un des précurseurs en matière d'appréhension de la spécificité de l'enfance et de la petite enfance. Il affirme dans son ouvrage, par exemple, que le jeune enfant possède une mentalité bien différente et bien spécifique. Pour lui, il est donc indispensable que l'enseignant s'adapte au mode de pensée de l'enfant, notamment en fonction de son âge. Il est pour lui indispensable que l'enfant expérimente par lui-même pour apprendre correctement l'aspect concret permettant de fixer les éléments dans sa mémoire, plutôt que de se contenter de théories. Émile ou de l'éducation a été un ouvrage fondateur dans l'œuvre de Rousseau, mais également dans la philosophie des Lumières, ainsi que dans les siècles précédents. Nombreux sont ceux qui considèrent encore aujourd'hui que les apports de Rousseau en matière d'éducation et de pédagogie sont absolument incontournables. Les critiques formulées à l'œuvre ont encore partiellement renforcé sa renommée et son aura. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de la partager sur vos réseaux et abonnez-vous pour m'encourager. Merci encore et à la prochaine vidéo.